Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue. Donc, nous allons discuter sur la jeunesse et conservation, rôle et impact des ambassadeurs de l'IUCN Papaco dans la promotion des formations sur la conservation de la nature et les aires protégées. Donc, en guise de sommaire ou de plan, nous aurons tout d'abord un contexte. Ensuite, nous aurons notre premier panéliste qui va nous entretenir sur les opportunités de formation gratuite en ligne sur la conservation de la nature et la gestion des aires protégées. Ensuite, nous aurons un deuxième panéliste qui va nous entretenir sur les missions et les acteurs des ambassadeurs. Et enfin, nous aurons le troisième panéliste qui va nous entretenir sur le rôle des jeunes dans la conservation et les perspectives. Donc, comme vous le savez tous, nous sommes ici réunis grâce au sommet mondial de la jeunesse de l'IUCN, sommet qui a été entièrement basé sur la nature, sur la conservation. Donc, conserver, c'est quoi? Donc, on va tout simplement faire un petit rappel. C'est la protection des populations d'espèces animales et végétales, ainsi que la préservation de l'intégrité écologique de leurs habitats naturels ou de substitution. Donc, c'est tout simplement préserver tout ce que nous avons autour de nous pour une gestion plus durable et plus efficiente. Afin de conserver donc cette nature si riche et si importante pour nous, il y a ce qu'on appelle des outils et des mécanismes de conservation. En termes d'outils et de mécanismes, on peut parler ici des différents actes qui ont été ratifiés par nos États, des différentes conventions et également des accords au niveau régional et sous-régional. Et dans ces accords-là, il est bien dit que pour conserver la nature, il faut créer ce qu'on appelle des espaces de conservation, en l'occurrence des aires protégées. Donc, une aire protégée, qui est également un rappel, on peut la définir comme un espace géographique clairement défini et reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature, des services écosystémiques et des valeurs culturelles qui lui sont associées. Donc, afin de connaître tout ça, qu'est-ce que c'est que la conservation, qu'est-ce que c'est que les aires protégées, il est important pour nous, en tant que jeunes, de s'informer, de se former, d'éduquer et de communiquer sur ces valeurs très importantes. Et dans un contexte africain et même dans un contexte mondial, nous savons que les formations ne sont pas tout le temps données à tout le monde. Donc, nous faisons la promotion des formations qui sont accessibles à tous et que vous pouvez suivre à votre rythme. Donc, pour nous parler de ces offres, de ces opportunités de formation, nous allons donc passer la parole à M. Emmanuel Lokpaka qui va nous parler des MOOC sur la conservation de la nature et la gestion des aires protégées. Monsieur Lokpaka, vous avez la parole. Une fois de plus, merci Pascal. Vous allez m'aider avec voilà, le passage des slides parce que je vois que vous les faites déjà. Comme disait Pascal, je vais parler avec vous sur le MOOC sur la conservation de la nature et la gestion des aires protégées. Le long de mon exposé, je veux parler séquentiellement de 5 points. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Je parlerai des 5 points. Les premiers points présentera Youssef Papako, sa vision. Le deuxième point définira ce que c'est un MOOC et nous allons voir comment est-ce que ces MOOC vient révolutionner les milieux de l'éducation. Le troisième point nous présentera les offres de formation qui hébergent la plateforme MOOC Conservation. Ensuite, nous parlerons des avantages des MOOC pour afin chiter justement à la réponse ou aux réponses à la question de savoir comment accéder au MOOC conservation. Voilà. Comme disait Pascal, est-ce que vous pouvez passer, s'il vous plaît? Comme disait Pascal, nous le savons tous que l'objectif premier d'une aire protégée, c'est la conservation de la biodiversité, particulièrement riche en Afrique. Ces espaces méritent d'être bien gérés, d'autant plus que les menaces qui pèsent
sur la nature et les écosystèmes sont de plus en plus grandes. Nous assistons à des problèmes liés au changement climatique, à l'épuisement des ressources, mais aussi, voilà, je disais changement climatique, l'épuisement des ressources, et tous ces problèmes-là ont des conséquences graves sur les maintien de la biodiversité au sein des aires protégées. C'est pour cette raison que la formation reste importante afin que tous les acteurs impliqués dans les aires protégées soient armés des connaissances nécessaires à l'analyse des enjeux, mais aussi à la mise en place des réponses adéquates pour trouver des solutions, mais aussi permettre à ces aires protégées de jouer leur rôle de conservation de la nature. C'est pour répondre à cette préoccupation que le programme sur les aires protégées d'Afrique et conservation de l'Union internationale pour la conservation de la nature cherche à améliorer la gestion et la gouvernance des aires protégées en Afrique pour augmenter justement leur impact positif en termes de conservation de la biodiversité. PAPACO vise notamment à renforcer les compétences des gestionnaires des aires protégées et de leurs partenaires au travers justement de programmes de formation au niveau régionaux, au niveau nationaux ou au niveau local. Nous distinguons ici deux types de formations. Il y a de formations d'abord en présentiel qui, en partenariat avec l'Université Senghor et Lucien Papaco, ont développé les masters en gestion des aires protégées et de la biodiversité, mais aussi il y a des diplômes d'université. Hormis la formation en ligne, il y a également les MOOC. Alors, beaucoup attendent peut-être parler des MOOC sans pour autant savoir ce que c'est concrètement. Alors, raison pour laquelle dans le chat, vous allez trouver un lien que notre ami Oumarou va nous aider avec pour essayer un peu de sonder notre connaissance à ce que nous appelons les MOOC. Le MOOC n'est autre chose qu'un acronyme anglais. S'il vous plaît, vous pouvez passer un acronyme anglais qui signifie Massive Open Online Course. Et en français, c'est mieux, on dit cours en ligne ouvert et massif. Comme en français, ça s'explique un peu plus clairement. En fait, ce sont des cours proposés par des universités ou des écoles ou des entreprises, des ONG telles que l'UCM Papaco. Et ces cours sont conçus pour être suivis entièrement ou 100% en ligne, y compris les exercices, les devoirs, les examens pour voilà, avoir une attestation. Donc, c'est 100% en ligne et ça ne marginalise pas une catégorie de personnes. Donc, tout le monde peut s'inscrire indépendamment de son âge, de sa profession ou de son étude, en fait. Et il y a un nombre très suffisant qui peuvent s'inscrire allant de centaines à des 100 000. Alors, aujourd'hui, le MOOC est considéré comme un avenir dans les milieux de l'éducation, simplement parce que ça vient révolutionner ces milieux-là. Dans moins de 10 ans, il y a eu plus de 7000 MOOC qui ont été déjà créés. Mais ces développements fulgurants, pourtant, sont inégaux parce que bien de ces cours traitent des notions liées à l'économie, liées à des nouvelles technologies qui ne sont pas des mauvaises notions, bien sûr. Et plus, ces cours sont dispensés par des universités européennes et américaines. Et donc, vous comprendrez que c'est plus pour un public occidental. Nous avons réalisé, vous savez que le MOOC pour l'Afrique est presque rare, moins encore ce qui touche la conservation de la nature. C'est pour cette raison que en 2015, Lucien Papaco avait mis les tout premiers MOOC sur la gestion et la gouvernance des aires protégées africaines. Et aujourd'hui, en partenariat avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne et l'Université Senghor, ils continuent ensemble de produire d'autres cours
et toutes ces cours se trouvent sur la plateforme MOOC Conservation. Alors, quelles sont ces formations que nous allons trouver au niveau de cette plateforme MOOC Conservation? Nous distinguons ici deux types de formations. S'il vous plaît, veuillez passer. Nous distinguons deux types de formations. Tout d'abord, nous avons les MOOC. Et les MOOC, comme je disais, ce sont des cours en ligne, ouverts et massifs. Et les MOOC traitent plus des sujets un peu de manière plus détaillée. Et donc, si vous voulez vous spécialiser sur une notion spécifique telle que, par exemple, la valorisation des aires protégées, là, je vous suggérerais de bien vouloir suivre les MOOC. Et nous distinguons au niveau de MOOC cette formation. La toute première formation, c'est les cours liés à la gestion des aires protégées africaines. Ces cours nous présentent les défis de la conservation et nous montrent comment est-ce que, nous montrent comment est-ce que les aires protégées peuvent pallier à ces problèmes. Le deuxième cours, c'est le suivi écologique qui nous donne une base solide sur comment ou la méthodologie de faire une étude sur le suivi écologique, tout en nous présentant les différents milieux ou environnements, mais aussi le suivi écologique de différentes espèces. Le troisième cours, c'est l'application de lois, où on nous montre comment appliquer les lois et comment est-ce que ces lois-là peuvent contribuer à l'amélioration de gestion au niveau de ces espaces. Nous avons également la conservation des espèces. Au niveau de conservation des espèces, on définit la notion d'espèce. On définit la notion d'espèce et on essaie un peu de voir comment est-ce que les espèces s'intègrent aux aires protégées. Il y a également la valorisation des ressources naturelles où on nous montre comment valoriser les aires protégées en tenant compte des deux approches. La toute première approche, c'est un rapport avec ce que nous tirons de la nature. Et la deuxième approche, c'est par rapport à ce qu'on appelle le tourisme durable au niveau des aires protégées. Et le deuxième cours, c'est la nouvelle technologie. Et la nouvelle technologie, ici, on nous présente les différentes technologies et les nouvelles technologies et comment est-ce que ces technologies contribuent à sauvegarder la biodiversité au niveau des espaces protégés. Et le tout dernier cours, et le nouveau cours, c'est aires marines protégées, où on nous présente quelques concepts par rapport à cette notion des aires marines protégées. Hormis les mots, nous avons les parcours essentiels. Et les parcours essentiels ici, c'est une nouvelle, comment dirais-je, ce sont de nouvelles formations aussi, très courtes, mais plus spécifiquement pour des personnes travaillant déjà dans les aires protégées. Et on en distingue quatre. Il y a les essentiels rangers pour les gardes, mais aussi les agents de surveillance. Il y a l'essentiel manager loi, mais aussi l'essentiel manager recherche. Le tout dernier essentiel, c'est l'essentiel leader, qui est plus focalisé pour les cadres, les gens qui prennent un peu des décisions pour les aires protégées. Quelques informations importantes que nous devons retenir, s'il vous plaît, passez au slide suivante. Quelques informations importantes que nous devons retenir, c'est que, s'il vous plaît, passez au slide suivante. Pascal, il y a un petit souci avec mes slides. Voilà, je suis en train de dire que quelques informations importantes que nous devons retenir, c'est que depuis son lancement en 2015 jusqu'à aujourd'hui, nous avons 71 500 inscrits en avril 2021. Et la session en cours avait commencé le 18 janvier et prendra fin justement le 13 juin 2021. Et donc, c'est l'occasion pour nous qui n'ont pas encore pris l'inscription
prendre l'inscription, d'évoluer avec les cours et pourquoi pas valider d'autres cours. Et pour s'inscrire, c'est simple, l'inscription est d'abord gratuite sur mooc-conservation.org. Voilà, vous pouvez passer au slide suivant. Alors, quels sont les avantages des MOOC? Alors, le tout premier avantage, c'est qu'avec le MOOC nous facilite les renforcements des capacités en approfondissant et en consolidant les connaissances sur la gestion et la gouvernance des aires protégées. Ça nous favorise un esprit d'analyse sur les enjeux de la conservation, mais aussi ça facilite la mise en place des réponses qui sont adaptées aux pressions sur la nature. Les MOOC nous donnent la disposition de forums et de chats pour échanger avec l'équipe pédagogique et cela permet justement de partager notre expérience en lien avec la conservation ou en lien avec les aires protégées ou en lien avec notre propre expérience. Mais aussi, ça nous permet de mettre un réseau des acteurs de la conservation ou sur les aires protégées. Slide suivante. Alors, hormis ces avantages, les MOOC nous donnent également l'opportunité d'avoir voilà, des attestations, mais pour cela, il faudra valider les MOOC avec une moyenne de 75% pour avoir une attestation. Donc, vous devez passer les examens en ligne et passer, voilà, pour avoir, je disais, il faut faire 75%. Il y a également possibilité d'avoir un certificat en ligne en conservation des aires protégées. Et pour ce faire, vous devez valider d'abord tous les MOOC du Papaco que je venais de préciter, les 7 MOOC, soit les 6 premiers. Et si vous validez les 6 premiers, il vous faudra encore valider au moins un seul cours ou un seul MOOC de l'Institut français pour le développement durable, où vous trouverez les liens juste ici, objectif 2030.org. Et il faudra également passer les examens, ou l'examen plutôt, surveillé en ligne. Et je rappelle que les certificats est délivré par l'Université Senghor d'Alexandrie. Alors, hormis ces avantages, vous pouvez passer au slide suivant, s'il vous plaît. Hormis ces avantages, les MOOC nous assurent la complémentarité entre les théories et la pratique. Et ça nous donne des illustrations bien précises. Et comme je disais, c'est un apprentissage qui est un peu facile. Chacun peut suivre à son propre rythme et partout là où il se situe. Ça nous permet de développer les réseaux et des projets, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays africains, mais aussi son accessibilité à tous est très facile. Les MOOC nous permettent également d'améliorer les pratiques de gestion des aires protégées en Afrique et de conservation de la nature. Ça nous permet également de développer notre perception de manière claire, mais aussi positive des aires protégées et de leur gestion. Alors, en tenant compte de tous ces avantages, j'ai formulé une pensée selon laquelle, vous pouvez passer au slide suivant, selon laquelle je suis en train de dire, je considère actuellement des milliers de MOOC qui existent, sur Terre comme des opportunités qui sont cachées à un monde ouvert. Tel est le cas de MOOC Conservation que je viens de vous présenter. Seuls les conscients qui en bénéficient et sauvent la planète. Alors, mais une question se pose. Qui est conscient, qui ne l'est pas? Alors, je pense que la personne qui est consciente, c'est celle-là qui sait aussi saisir des opportunités. Voilà une belle opportunité pour nous de renforcer notre compétence en matière de conservation de la biodiversité. Et donc, c'est très important. Alors, comment s'inscrire au MOOC? Slide suivante, s'il vous plaît. Comment s'inscrire au MOOC? Alors,
Les liens que je vous présente ici, c'est les liens auxquels nous devons prendre notre inscription. C'est mooc-conservation.org. Dès que vous entrez, il y a une page qui va s'afficher. Et si vous avez déjà un compte, vous prenez votre poche et donc vous entrez connexion, vous remplissez vos identifiants, les mots de passe et vous cliquez sur explorer les cours, voilà, pour accéder à un cours que vous souhaiterez suivre. Et si vous n'avez pas encore un compte, vous prenez votre droite, vous cliquez sur inscription, vous créez un compte en remplissant justement vos coordonnées, en tenant compte de tous les champs, mais aussi vous ouvrez la boîte, votre boîte de messagerie pour confirmer les messages. Et si vous ne trouvez pas ça au niveau de messagerie, il faut voir les spams. Bien souvent, c'est vers ce côté-là. Puis vous cliquez dans les messages où vous trouverez pour confirmer. Vous retournez pour entrer maintenant pour explorer les cours, mais aussi choisir un cours qui vous passionne. Voilà un peu ce que je voulais présenter avec vous. J'espère que vous les suivrez. Merci. Je remets la parole à Pascaline. D'accord. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ta brillante présentation sur les offres de formation. C'est vrai que par moment, il y avait des petits bruits, mais j'ose croire que nous étions tous concentrés et que nous avons pu retenir la quintessence de tes propos. Tu nous présentais en fait les différentes formations qui sont disponibles. Et là, devant moi et devant vous, nous avons le lien d'accès, en l'occurrence mooc-conservation.org. En y accédant, nous pouvons avoir plusieurs formations que nous pouvons suivre pour renforcer nos capacités dans la conservation de la nature. Donc là, nous allons donc vous présenter une petite vidéo qui qui montre comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire. Donc, avant que Yves ne partage son écran sur la présentation suivante, on va d'abord présenter une petite vidéo. Donc, Il y a un petit souci? Donc, un instant, je vais partager mon écran afin de vous présenter la vidéo d'inscription sur la plateforme. Donc, Monsieur Emmanuel nous a donné les différentes étapes. Donc, maintenant, nous allons passer une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce que ça se passe lorsque nous sommes en face d'un navigateur et comment nous pouvons accéder aux différentes formations. Donc, accordez-moi quelques secondes. Donc, je vais partager la vidéo. C'est bon, tout le monde a accès à mon écran? Oui, c'est super. D'accord, donc la vidéo est assez rapide et elle n'a pas de son, donc juste observer les différentes parties. Donc, c'est tout à fait ce qu'on vient de vous expliquer tout à l'heure. Donc là, c'est une démonstration. Donc, on va y aller. Donc, vous créez un compte, comme on a dit. Vous entrez votre adresse email. Vous confirmez votre adresse email. Vous entrez un nom d'utilisateur, un mot de passe. Vous entrez tout votre prénom et ainsi que votre nom. Ensuite, vous confirmez. Vous allez recevoir un mail dans votre boîte email pour confirmer votre inscription. Et voilà, vous avez accès aux différents cours. Voilà. Ok.
Donc, c'était dans cette petite vidéo qu'on voulait vous montrer. J'espère que tout le monde a pu avoir accès à la vidéo et voir comment est-ce qu'on fait pour retrouver les mots de conservation à travers un navigateur. Donc, j'ai vu là qu'il y avait déjà des questions dans le chat. S'il y a des questions qui restent en suspens, est-ce que Omar peut nous donner une ou deux questions qui ont été pertinentes et qui restent en suspens? Comme ça, on répond rapidement. Ensuite, monsieur le support technique va partager la présentation et on va passer la parole au deuxième panéliste. Donc, monsieur Omarou, est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a des questions dans le chat pertinentes sur lesquelles il faut qu'on revienne? Donc, je crois qu'il y en a pas. D'accord. Donc, moi, je vois là une question. Il y a quelqu'un qui nous demande comment est-ce qu'on obtient le certificat. Donc, Emmanuel, est-ce que tu peux revenir là-dessus en quelques secondes? Comment est-ce qu'on obtient le certificat? Je suis en train de dire, pour obtenir le certificat en ligne, il faudra tout d'abord valider tous les MOOC de l'UCN Papaco. Et vous validez ces MOOC, vous validez les MOOC, vous passez un examen en ligne, bien surveillé aussi, et vous devez valider ces MOOC-là avec une moyenne de 75% ou faire plus. Donc, 80%, 90% selon la compétence. Voilà, je pense que ce sont là quelques règles ou quelques conditions pour avoir accès au certificat. D'accord. Donc, merci beaucoup. Donc, si je peux faire le résumé de ce qu'il a dit, pour pouvoir valider le MOOC, il faut pouvoir valider le certificat, il faut valider les 6 MOOC de base du Papaco, qu'on vous a présenté tout à l'heure, et valider un des MOOC de l'IFDD. Donc, sur la plateforme Objectif 2030, nous allons vous laisser le lien de la plateforme Objectif 2030 sur le chat. Donc, merci beaucoup, Emmanuel. Donc, là maintenant, nous vous avons présenté les différentes formations et nous savons que tout le monde en général n'est pas à l'aise. Nous savons que tout le monde en général n'est pas à l'aise avec l'outil informatique. C'est pour cela que le programme qui soutient ces formations, en l'occurrence le programme des aires d'Afrique et conservation, a mis en place un ensemble de personnes qui sont là pour vous écouter, pour vous aider à suivre les différents cours et à obtenir vos certificats. Donc, afin de nous parler donc du rôle de ces différentes personnes-là qui sont à votre disposition, nous allons donc passer la parole au deuxième panéliste, en l'occurrence Mathias Djoumessi, qui va nous présenter le rôle et l'impact des ambassadeurs IUCN Papaco. Donc, je pense que je vais faire le partage d'écran comme tout à l'heure pour que ce soit plus rapide. Merci Pascal pour le partage d'écran. Bon après-midi à tout le monde. Je suis le nommé Mathias Djoumessi, ingénieur agronome, ambassadeur de l'UICN Papaco, Douala, Cameroun. Alors, je vais vous entretenir ici sur les missions et actions des ambassadeurs de l'UICN Papaco. Et je commencerai déjà par définir ce que c'est qu'un ambassadeur. Qui est donc un ambassadeur? Avant de la définition de ce terme, j'aimerais vous présenter le plan de cet exposé qui se décline d'abord par la définition du terme ambassadeur, suivi de la genèse du programme des ambassadeurs. Après la genèse du programme viendra la responsabilité de ces différents ambassadeurs, suivi par la suite des conditions pour devenir ambassadeur. Et nous allons donc sortir avec quelques activités qui ont été menées par ces différents ambassadeurs sur le terrain. Alors, Pascal.
OK, en termes de définition, en guise de définition du thème ambassadeur, nous allons le définir ici comme une personne qui agit en tant que délégué ou le relais entre l'étudiant et le PAPACO. C'est également cet étudiant-là qui a validé certains MOOC, qui a une expérience avec les MOOC du PAPACO et qui s'est donné, qui s'est porté volontaire pour aider les autres étudiants de sa localité. Et je sortirai de là en disant ceci, en insistant très bien là-dessus, l'activité d'ambassadeur est une activité entièrement bénévole. Et elle s'exerce à durée indéterminée. Donc, vous pouvez être ambassadeur pour autant que vous voulez. En guise de genèse du programme ambassadeur, je dirais ceci. Qu'est-ce qui donne d'où naît le déclic du programme ambassadeur au niveau du programme PAPACO? Le programme des ambassadeurs, la mise en place du réseau des ambassadeurs naît du besoin du PAPACO de se faire connaître déjà au niveau des pays africains, mais également au niveau des pays africains, mais également de faire connaître les différents mots qui ont été présentés plus haut par Emmanuel dans ces pays-là. Alors, en 2019, la phase de pilote va se mettre en place. On va obtenir 5 ambassadeurs qui sont installés dans 5 pays. Pendant la phase pilote qui a été fructueuse, nous avons jusqu'aujourd'hui près de 33 ambassadeurs, dont 5 d'expression anglophone et 28 d'expression française. Et ces différents ambassadeurs se trouvent dans près de 26 pays. Donc, vous voyez comment la phase pilote a porté ses fruits et aujourd'hui, nous avons un nombre assez élevé d'ambassadeurs. Et comment donc évaluer l'activité de ces ambassadeurs sur le terrain? L'activité a été évaluée par certains liens qui ont été mis en place par le programme PAPACO. Donc, on peut à tout moment connaître combien de personnes ont eu à visiter la plateforme via le programme, via un ambassadeur du PAPACO. Et au jour d'aujourd'hui, en janvier 2021, aux chiffres qui ont été obtenus, 404 000 personnes ont pu se connecter via les liens qui ont été octroyés à ces différents ambassadeurs. Et maintenant, nous allons regarder les objectifs de ces ambassadeurs. Quels sont les objectifs des ambassadeurs? Ils ont pour objectif de créer un réseau local des étudiants où ceux-ci peuvent apprendre et s'entraider entre eux. Et également échanger, favoriser également la pérennité des MOOC au-delà de la simple formation. Donc, la formation ne doit pas simplement être théorique, mais elle peut aller au-delà. Oui, Pascal? OK. Quant aux responsabilités des ambassadeurs de façon spécifique, que doit faire un ambassadeur sur le terrain? Un ambassadeur sur le terrain est le représentant des différents groupes existants dans sa région ou sa ville. Il est également le porte-parole de ces étudiants de la région. Il apporte un soutien technique aux étudiants rencontrant des difficultés. Il faut le noter, nous avons des situations où la plateforme rencontre des problèmes. Alors, l'ambassadeur doit se charger de remonter l'information au niveau du PAPACO afin qu'une solution soit immédiatement trouvée. Et également, l'ambassadeur doit faire la promotion des MOOC au niveau local et suivre les étudiants jusqu'à l'obtention de leur attestation. Donc, l'idéal n'est pas simplement de faire inscrire des étudiants, mais également de les pousser, de les galvaniser jusqu'à l'obtention d'une attestation, ce qui est réellement recherché, ce qui leur permet de pouvoir se postuler à plusieurs activités, ce qui les ouvre des portes dans plusieurs domaines. Oui, Pascal? Et également, ici maintenant, ayant ressorti ces différents éléments, vous posez la question comment faire pour devenir ambassadeur. Pour ceux-là qui sont intéressés et qui aimeraient devenir ambassadeur dans leur localité, il faudrait déjà avoir validé au moins un MOOC du programme PAPACO. Là, c'est la première condition. Pourquoi valider au moins un MOOC du programme PAPACO? En validant au moins un MOOC, vous avez la possibilité de suivre de bout en bout les différentes étapes d'inscription jusqu'à l'obtention de l'attestation. Et également, comme deuxième condition, il faut avoir participé au moins à 2 sessions. En participant à 2 sessions, vous avez la possibilité de pouvoir relever tous les problèmes dans différentes sessions. Question maintenant de pouvoir apporter une aide plus efficiente au niveau de vos étudiants dans votre localité. Mais également, vous savez, l'activité dans
se fait essentiellement en ligne. Donc, il faut que l'ambassadeur ait un moyen de communication, notamment un mail, un groupe WhatsApp ou bien une page Facebook. C'est très important. Et dans la localité, nous devrions être à même de pouvoir regrouper un grand nombre d'étudiants de notre localité. Parce qu'il faut que le besoin soit ressenti dans la localité. Et maintenant, non seulement nous avons essayé de relever l'activité des ambassadeurs. Ils n'ont pas simplement travaillé en ligne, ne travaillent pas simplement en ligne, mais également les activités sont suivies sur le terrain. Nous avons relevé quelques activités qui ont été menées par nos différents ambassadeurs sur le terrain. Et du côté du Cameroun, en 2019, nous avons eu à visiter l'île de Djebale, qui est dans la région du littoral. Les deux ambassadeurs, notamment Pascal Féline Akono et Mathias Benjumesi, que je suis, avions conduit les étudiants sur le terrain, question de visiter l'île de Djebale. Et là, déjà, nous avons profité pour sensibiliser les pêcheurs qui habitent cette île, parce qu'il faut le noter, l'île de Djebale est une île habitée essentiellement par des pêcheurs. Et comme activité, ils effectuent la coupe du bois pour pouvoir fumer leur poisson. Soit le bois de mangrove est très prisé pour le fumage du poisson parce qu'il rend ces derniers très dorés. Alors, nous avons été appelés à leur montrer l'impact de leur activité sur la mangrove. L'impact de la mangrove, le rôle de la mangrove sur leur milieu de vie, parce que déjà, c'est un cadre, c'est déjà, comme on dit, c'est une zone de frayère dont le poisson dont ils vivent avec ressort essentiellement de cette mangrove. Et cette mangrove également est une zone barrière entre les courants marins et leur lieu de vie. Nous avons également en 2020 effectué une seconde visite sur une île à près de 100 km de Djebale, qui est l'île de Manoka, et où l'activité a été quasiment similaire parce que l'île de Manoka, comme il faut le dire, est également une île habitée par des pêcheurs dont l'activité principale sur cette île est la pêche. Donc, nous avons quasiment répété la même activité qui a été menée au niveau de Djebale. Nous déportons actuellement du côté de la Côte d'Ivoire, où notre ambassadeur a eu à réunir les rangers du Parc national de la Comé lors d'une séance de coaching sur les morts du Papako. Et du côté du Togo, notre ambassadeur, du Bénin, notre ambassadeur Kevin a eu à former des élèves du lycée de Medji sur les nouvelles technologies. Et ces technologies qui sont aujourd'hui capitales dans la formation, le suivi des différentes aires protégées. Là, il a formé les jeunes sur la conduite des drones, le pilotage des drones, la maîtrise du GPS et bien d'autres éléments. Oui, Pascal? Et comme autre activité du côté du Sénégal, notre ambassadrice Oumi a eu à entretenir pendant le Mapathon, dans la réserve botanique du village des Tortues. Il a eu à entretenir les postulants ou bien les représentants sur les morts du Papako. Et nous sortons ici déjà par un atelier qui a été tenu par Emmanuel au niveau de l'Université de Kinshasa, du côté de la RDC. Et je ne finirai pas sans toutefois féliciter un de nos doyens, Valérie, qui est du côté du Burkina Faso et qui mène une activité très intéressante et très importante sur le terrain. Donc, voilà un peu quelques activités qui sont menées sur le terrain. C'est juste quelques activités qui ont été ressorties parce qu'il y en a pêle-mêle, mais le nous ne pouvait pas nous permettre de tous les citer. Donc, ceux qui sont intéressés par l'idée de l'ambassadeur de signer ce chat et alors pour avoir installé l'ambassadeur et faire monter la note au niveau de l'UICN Papako afin qu'on puisse voir dans quelle possibilité vous installer en tant qu'ambassadeur dans votre localité. Donc, vous avez vu exactement quel est le rôle de l'ambassadeur, quels sont les objectifs, quelles sont les conditions pour devenir ambassadeur et là, à vous de vous lancer. Merci bien, Pascal.
Donc, merci beaucoup Emmanuel pour merci beaucoup Mathias pour ta présentation sur les ambassadeurs. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que les ambassadeurs, ce sont des personnes bénévoles qui sont là pour vous aider à faire le suivi sur vos formations. Donc, si vous vous inscrivez à un MOOC et que vous avez un souci, dans plusieurs pays déjà d'Afrique, nous avons déjà mis en place des ambassadeurs qui sont là pour vous écouter, pour vous aider à vous orienter sur la plateforme et vous aider à avoir les certificats. Et même au niveau du chat, vous avez d'autres ambassadeurs. Valérie, comme on l'a souligné tout à l'heure, qui répond à vos questions lorsque vous les posez dans le chat. Nous avons également Bernadette, j'ai également vu Léonard, que nous remercions ici pour l'appui. Mais également, nous avons une personne ressource même qui est même au sein du programme et qui coordonne les ambassadeurs au niveau de l'Afrique. Je ne sais pas si elle est encore connectée. Madame Madeleine, est-ce que vous avez un mot à nous dire sur les MOOC et sur les réseaux des ambassadeurs? Bonjour tout le monde. Oui, je suis là. Bravo pour votre présentation jusqu'à présent. C'est très très clair, je pense, et vous vous en sortez très très bien. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que récemment, un petit changement a été apporté. Je vois pas mal de questions concernant le certificat en ligne. Alors, pour passer ce certificat en ligne, donc vous savez qu'on va aller dans les MOOC, vous obtenez les attestations. Et bien, pour valider le certificat, il faut avoir validé tous les MOOC du Papaco, donc les 6 premiers MOOC de base du Papaco, plus obligatoirement soit l'un des 3 MOOC de l'IFDD, soit le tout nouveau MOOC sur les aires marines protégées qui vient d'être lancé cette semaine. Donc, ce MOOC-là vient s'ajouter au MOOC de l'IFDD. Donc, vous pouvez en valider soit l'un, soit l'autre. Donc, ce qui facilite les choses parce que les MOOC de l'IFDD ne sont disponibles qu'un mois par an, je crois. Donc, voilà, ça viendra faciliter les choses. Et pour les intéressés, pour devenir ambassadeur, pour rejoindre ce réseau très dynamique, vous pouvez nous contacter-nous sur les réseaux, par mail, comme vous voulez. Voilà, je vous rends la parole. Merci beaucoup, Madeleine, pour ces quelques éclaircissements. Donc là, nous avons un ambassadeur au niveau du Gabon qui nous avait préparé une petite vidéo concernant les 2 interventions précédentes. C'est-à-dire, c'est une vidéo qui retrace en fait l'intervention d'Emmanuel et l'intervention de Mathias. Donc, nous allons passer la vidéo en espérant que le son sera correct pour que vous puissiez bien entendre la quintessence de ces propos. Alors, je vais faire le partage d'écran. Moi, si je suis ça, c'est bon. Le volume est bon. Je pensais qu'il y avait vraiment avec la vidéo.
espaces naturels. Évidemment, pour permettre une meilleure efficacité et une meilleure gestion de ces espaces, ça peut contribuer à la préservation des l'intervention en plus par Donc, il faut attendre, parce qu'on est en train de parler de personnes à distance déjà, qui ne rentreront pas. Donc, toujours terminer les examens parce qu'ils n'ont pas réfléchi à la collecteur, et à la prochaine fois, Donc voilà, nous avons présenté cette petite vidéo-là qui retrace non seulement les différentes formations qui existent et qui sont mises à votre disposition, et également nos rôles, nos différents rôles en tant qu'ambassadeurs qui sont de vous accompagner dans votre apprentissage. Donc, avant de passer la parole à notre dernier panéliste, j'aimerais savoir s'il y a des interventions, s'il y a des personnes qui ont des questions avant qu'on ne puisse évoluer. Nous savons que nous avons déjà beaucoup parlé. Certaines réponses ont été données déjà dans le chat, mais s'il y a des personnes qui veulent s'exprimer à l'heure actuelle, nous pouvons donner la parole à deux participants. C'est question de lever seulement votre main et d'activer le micro. Prenez la parole. Ça peut être une question, un partage, connaissance, voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va évoluer. Donc, là maintenant, nous avons présenté le renforcement des capacités dans la conservation de la nature. Mais une question subsiste. Nous, en tant que jeunes, quel est notre rôle? Qu'est-ce que nous pouvons faire au niveau de notre communauté pour aider à la conservation de la nature? Donc, c'est cette dernière thématique qui va être développée par notre ambassadrice au niveau du Sénégal, Ndeye Oumi. Donc, je vais lui passer la parole tout en partageant mon écran pour qu'elle puisse faire sa présentation. Donc, mademoiselle Oumi, vous avez la parole. Merci Pascal et rebonsoir à tous. Voilà, comme vous voyez ça, je suis ambassadrice de l'UCN Papako pour le compte du Sénégal. Comme l'a si bien dit Pascal, je vais vous présenter la thématique du rôle des jeunes dans la conservation avant de vous présenter également des perspectives. Pascal, tu peux passer s'il te plaît? Voilà, en guise de plan de présentation, je vais tout d'abord vous parler de l'interaction jeunesse et nature, avant de vous parler également du rôle également des jeunes dans la conservation et également des perspectives d'action. Tout d'abord, le premier point, interaction jeunesse et nature. Comme vous pouvez l'entrevoir, nous avons l'éducation environnementale, la formation et la recherche. Et sur cette photo, vous voyez un peu l'ambassadeur du Nigeria, Michael, dans une forêt au centre du Nigeria, en train de mener des tests, des mesures sur l'écologie de l'eau, tout ce qui est entré avec les caractéristiques de l'eau et les organismes vivants dans cette colonne d'eau. Maintenant, vous pouvez l'entrevoir, c'est des activités de recherche tellement intéressantes qui permettent d'entrer en contact la jeunesse et sa nature.
Et sur la photo à la droite, vous pouvez voir un peu une photo tirée du MOOC, Nouvelles Technologies, qui montre un peu le développement de nouvelles technologies, soit par les jeunes ou bien qui est utilisé par les jeunes. Notamment, vous pouvez avoir des exemples comme les drones, l'utilisation des drones, des caméras trappes, des sites Internet pour identifier un peu une espèce d'oiseau ou bien d'autres espèces, comme également le site Internet de la liste rouge de l'UICN qui nous fournit un peu plus de détails sur la reconnaissance de ces espèces. Pascal, tu peux y aller. Voilà, et toujours dans l'interaction jeunesse et nature, vous avez des activités de loisirs, des activités culturelles qui montrent un peu comment la découverte de la vie sauvage est intéressante et est-ce que toute activité qui est faite par les jeunes et qui montre un peu l'importance de connaître sa nature, ou bien avec des activités à travers, bien sûr, des activités culturelles ou bien des activités de loisirs. Également, vous avez des moyens de subsistance et de santé et de bien-être. Ceci ne touche pas uniquement les jeunes, mais toute une population. Les moyens de subsistance tirés de la nature pour la nourriture ou bien des santé à partir des plantes médicinales, tous ces exemples basiques montrent un peu l'interaction jeunesse-nature pour tirer des moyens de subsistance pour favoriser la santé et le bien-être. Voilà, tout ceci nous revient à dire que de la prise de conscience du rôle crucial des jeunes dans la protection et la conservation, non seulement pour les générations actuelles, mais également pour les générations futures. Tout ceci, vous pouvez l'entrevoir, il y a des activités qui sont menées par des associations de jeunes, comme le développement de leadership. Vous pouvez voir le YAF for Nature, et le Global Youth Biodiversity Network, qui est basé au Mexique, qui ont un peu organisé des webinaires sur les solutions fondées sur la nature, des approches sur les écosystèmes pour lutter contre les changements climatiques ou bien pour favoriser l'adaptation. Ceci permet de construire un lien direct pour l'action des jeunes entre les mouvements pour la biodiversité et le climat, tout en renforçant leur capacité en tant que gardiens de la nature. Voilà. Avant de passer à ce slide, Pascal, tu peux revenir en arrière. J'ai une petite question sur la chat. Voilà, Pascal. Voilà une petite question que je viens de poser au niveau du chat. Vous pouvez un peu interagir avec nous, nous dire un peu votre retour d'expérience, pourquoi il est important d'impliquer les jeunes dans la conservation. Je vais vous donner quelques minutes. S'il y a des personnes qui souhaitent intervenir, qui peuvent un peu nous dire un petit retour d'expérience des activités qu'ils ont eu à mener, ou bien d'autres expériences dans la conservation où les jeunes ont eu à faire des preuves, où il est nécessaire également de leur impliquer dans la conservation. Je vous laisse 2 à 3 minutes s'il y a des gens qui lèvent la main ou bien qui peuvent écrire dans la partie chat pour nous dire un peu son point de vue, son avis ou bien des exemples à donner. Je vois personne lever la main. Voilà, pour cette petite question, il y a Suleiman, je vois. Pascal, tu as vu quelqu'un lever la main? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a levé la main pour prendre la parole? Suleiman, vas-y. Oui. Voilà, merci beaucoup. Et si vous me permettez, je vais
un peu me présenter avant de soulever un peu la question. Je suis Souleymane Seydou, étudiant en foresterie et développement durable, ici présentement à l'Université Abdou-Moumouni de Niamey. Voilà, donc la question sur laquelle j'aimerais un peu évoquer la participation de la jeunesse dans la conservation. En fait, la jeunesse en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, elle représente une part importante de la population. Et au niveau des actions qu'entreprennent beaucoup de projets ici en Afrique, ils ont tendance à écarter la jeunesse ou bien à ne pas la considérer tellement. Par exemple, tout récemment, ici au Niger, il y a eu une action de lutte contre le Tifa australis à laquelle on n'a pas trop impliqué la jeunesse dans les actions, quoi. Donc, au début, la jeunesse voulait s'impliquer en donnant son point de vue sur les actions qui allaient être entreprises, mais n'avait pas pris ça trop au sérieux. Donc après, l'action n'avait pas bien donné, les résultats étaient vraiment pas très satisfaisants parce que, en fin de compte, il y a eu plus de dégâts que de bien qu'on attendait. Donc, je me dis que vraiment, si dès au début, la jeunesse a été impliquée, on allait avoir vraiment un résultat satisfaisant parce qu'ils ont aussi leur mot à dire. Merci, Souleymane Seydou. C'est vraiment intéressant. Oui, c'est intéressant de soulever cette question parce que, comme vous le savez, dans les MOOC, on a une partie qui traite des plantes, des espèces envahissantes. Et je pense que c'est une bonne chose d'impliquer les jeunes dans ces types d'activités pour vraiment réduire les impacts. Merci. Merci, Seydou. Merci à vous aussi. Personne qui veut intervenir. Voilà, il y a Tony qui dit, Tony Djedjou, qui dit que pour un développement durable, il faut nécessairement impliquer la jeunesse. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a d'autres interventions. Il y a Arnold. Arnold, oui, je vous écoute. Arnold, tu as fermé ton micro. Allô? Oui, Arnold. Vous m'entendez? Oui, on te reçoit très bien. Ok, moi c'est Arnold. Moi je pense qu'il faut il faut que les jeunes arrêtent de se plaindre pour dire qu'on ne les implique pas et tout et tout. C'est aux jeunes de s'impliquer. Donc bon, je pense que c'est dans ce cadre, je participe aussi à ces échanges. Moi je pense que c'est aux jeunes de s'impliquer. Il ne faut pas attendre que tout le temps on nous implique. C'est à nous de prendre le bâton de pèlerin pour essayer de faire les choses comme il se doit. Il ne faut pas à chaque fois attendre qui va nous impliquer. C'est nous l'avenir, c'est nous le présent. C'est à nous de nous impliquer. Alors moi, je pense que la jeunesse a trop, pendant longtemps, être dans l'attentisme, attendre que tout le temps on les implique. Non, il faut s'impliquer nous-mêmes. Il ne faut pas attendre que ce soit nous implique. Merci. Merci Arnaud. Je suis tout à fait également d'accord avec toi. Il faut des initiatives venues des jeunes eux-mêmes pour ne pas attendre à ce qu'on les implique. Donc, il faut quelque part s'imposer. Merci Arnaud. Quelqu'un d'autre veut intervenir? S'il y a une personne qui peut donner son point de vue. J'avais quelques avis par rapport à votre question, par rapport à mon expérience personnelle également, si vous me permettez. Emmanuel? Voilà. Vous avez soulevé la question de GIBIT, Global Youth Parliament Network. Et concernant notre chapitre de la RDC Youth Parliament Network, nous considérons la jeunesse comme une force d'abord vive. Nous considérons la jeunesse comme le moteur de changement, mais aussi nous considérons la jeunesse comme
voilà, une catégorie de personnes qui vient apporter en plus par rapport à ce qui est déjà fait ou à ce qui se fait actuellement. Et nous collaborons plus avec notre CDB, qui est le point focal de CDB, de la Convention sur la diversité biologique, et nous faisons de notre mieux s'il y a des manifestations, s'il y a, je ne sais pas, séminaire, formation, une activité quelconque qui touche cette convention-là, nous jeunes, c'est nous qui partons vers eux pour que nous puissions avoir une idée sur ce qui se passe, mais aussi pour que nous puissions donner notre vie. Point de vue, voulais-je dire. Notre point de vue ne doit pas seulement se limiter sur papier, mais il doit être pris en compte. Prise en compte, c'est-à-dire s'il s'agit d'un rapport qui ira jusqu'au niveau de la convention, que le point de vue de la jeunesse également puisse être entendu. Et également, avec lui, toujours, nous organisons des activités, comme actuellement, nous sommes en train de préparer la journée mondiale de la biodiversité. Nous avons prévu toute une semaine des activités au niveau des écoles, même des églises. Nous allons faire participer toutes ces instances-là, l'église, le pasteur, je ne sais pas, les prêtres, les mamans qui vendent au niveau des marchés et toute catégorie de personnes. Et donc, je considère la jeunesse comme de personnes qui vont changer la tendance qui l'autre fois n'était pas observable. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Je pense que ce que tu as dit, c'est vraiment clair et que ça montre un peu l'engagement des jeunes dans la conservation de la biodiversité notamment. Merci, Emmanuel. Arnaud, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Pascal, on va continuer un peu la présentation. Voilà, merci. Tout ceci, on a parlé un peu de l'implication des jeunes à travers des activités. Merci. Voilà, à travers des activités qui ont permis un peu de montrer leur engagement et également les différentes activités menées pour la cause, pour la protection également de la biodiversité. Et ceci, ça revient à montrer un peu du rôle des jeunes dans la conservation à travers un engagement durable, création de groupements de jeunes et définition de projets et de priorités d'action. À travers cela, on note un développement de connaissances et de compétences et également la participation des jeunes à la gouvernance, à la gestion des aires protégées, qui sont des espaces restreints et protégés à travers des lois et des règlements. Et également, nous notons l'implication des jeunes dans ces activités de conservation. Tout ceci pour dire que les jeunes sont au centre de la conservation de la nature, à travers soit par la sensibilisation, par l'éducation, la simulation pour un peu côtoyer la vie sauvage, et également la communication et la mobilisation, surtout comme le témoigne l'organisation de ce sommet mondial. Tout ça, ce sont des éléments qui montrent un peu le rôle crucial des jeunes dans la conservation. Pascal, tu peux... Voilà, comme élément de perspective, comme je viens de vous le dire, nous notons un engagement continu des jeunes dans la conservation et nous proposons, en tant que réseau d'ambassadeurs de l'UICN Papaco, d'élargir ce réseau au niveau de l'UICN de manière globale. Ceci va permettre d'impliquer les jeunes de tous les coins du globe, d'être impliqués dans la conservation de la nature. Pascal. Voilà. Et tout ceci nous permet de donner un exemple comme en tant qu'ambassadeur de la nature, ambassadeur de l'UICN Papaco du moins. Nous avons réfléchi à créer une union, c'est-à-dire c'est un type d'association
qui est dénommée Union africaine des ambassadeurs de la nature, donc qui regroupe les ambassadeurs francophones de l'UICN Papaco à travers, pour vulgariser les MOOC conservation qu'on vient de vous présenter. Nous mettons sur pied cette association qui a comme vision d'accompagner et d'encourager les actions de conservation de l'intégrité de la nature, de la biodiversité, des services écosystémiques en Afrique. Pour le moment, nous sommes limités en Afrique parce que ça ne concerne que ce lieu pour le moment. Mais dans les prochaines périodes, nous pourrons voir comment élargir cela. Et comme je viens de vous dire, nous avons également des objectifs. Nous avons dégagé des textes et des statuts qui ont permis de dégager des objectifs qui visent à promouvoir la prise de conscience sur les enjeux de conservation, élaborer des propositions de projets en lien avec les problématiques de conservation actuelles surtout, de biodiversité, des changements climatiques, de relayer également les décisions lors des grandes rencontres internationales sur la conservation de la nature, comme les sommets, les COP, les congrès, et pourquoi pas ce sommet de la jeunesse. L'association est en cours de création et on va bientôt finaliser nos textes et pour pouvoir mener des activités et donner, pourquoi pas, l'exemple aux autres pour soit nous joindre ou bien faire des activités communes. Je vous remercie de votre aimable attention et nous remercions à tous les participants. Merci Pascal, je vous remets la parole. Merci beaucoup, Oumé, pour ta présentation. Tu nous as fait comprendre que les jeunes peuvent s'impliquer à plusieurs niveaux en menant des activités sur le terrain comme des ambassadeurs, en faisant la promotion, par exemple, de l'écotourisme au niveau communal, au niveau local, en s'intéressant aux nouvelles technologies également, nouvelles technologies qui prennent déjà de l'ampleur et les aires protégées ne sont pas en reste dans ce grand mouvement. Donc, tout ce qui est maintenant gestion durable a tendance à coopter les nouvelles technologies pour plus de facilité. Et tu nous as également dit que nous avons ce devoir-là de se mettre ensemble afin d'évoluer, se mettre ensemble dans le monde. Et nous, au niveau de l'Afrique, nous avons réfléchi à cette organisation qui est l'Union africaine des ambassadeurs de la nature. Elle a commencé avec nous, les ambassadeurs UICN Papaco, parce que nous nous sommes dit quelle est la vision que nous voulons pour notre Afrique, comment est-ce que nous voulons contribuer au développement de notre Afrique. Mais comme elle vous l'a dit, la structure est en cours de création et nous restons ouverts aux suggestions, à la mobilisation également. Toute personne qui est intéressée à se joindre à nous peut se joindre à nous. Donc, nous allons laisser nos contacts dans le chat pour ceux qui voudront un peu plus échanger avec nous sur ce sujet-là. Mais moi, j'avais également une question là pour vous. Donc, maintenant, nous avons vu tout ça. Nous avons parlé du renforcement des capacités, nous avons parlé des rôles des ambassadeurs, nous avons parlé des perspectives pour les jeunes. Donc, vous, quelles sont les perspectives que vous voyez qui peuvent être mises facilement, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde? En termes de perspective, qu'est-ce que nous, en tant que jeunes, j'ai vu là dans le chat, il y en avait beaucoup qui disaient c'est à nous de faire même des interventions. Il y en a qui ont dit c'est à nous d'agir, c'est à nous de nous prononcer. Les autres ne vont pas toujours décider à notre place. On se dit qu'on est jeune, mais qu'est-ce que nous, en tant que jeunes, on peut faire? Donc, voilà une petite discussion de fin. Nous allons ouvrir la parole à chacun. Est-ce que chacun peut se prononcer déjà? Certains nous ont déjà dit ce qu'ils ont eu à faire dans leur pays et comment est-ce qu'on peut intégrer les jeunes. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Donc, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? La parole est à qui veut la prendre, juste se signaler et vous pouvez nous en parler.
Donc, je vois que nous sommes timides dans l'assistance. Peut-être qu'on veut que je désigne. Donc, je vois Najwa Gouad, qui est rapporteur. Donc, peut-être qu'il va nous donner, il ou elle va nous donner son avis sur la question posée. On veut que nous, les jeunes, on nous intègre. Qu'est-ce que nous, en tant que jeunes, on peut faire, on peut mener comme activité pour que nous soyons intégrés dans la prise de décision pour la conservation de la nature? Monsieur le rapporteur, est-ce qu'on peut avoir votre avis? Donc, le rapporteur est indisponible, sauf que je vois une main levée. Valérie qui lève sa main. D'accord. Alors, Valérie, vous avez la parole. Bonsoir, Pascal. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Très bien, Valérie, on vous entend. Voilà, en fait, je voudrais dire que de mon expérience personnelle, pour pouvoir impliquer la jeunesse dans le domaine de la lutte contre la conservation de la nature, je pense qu'il faut que les jeunes puissent de plus en plus s'impliquer dans le mouvement associatif, c'est-à-dire créer des associations pour contribuer justement à la préservation de l'environnement. Je prends par exemple actuellement, vous avez un programme de lutte contre ce qu'on appelle l'écocide. L'écocide, c'est les actions délibérées de destruction des forêts, comme il y en a de plus en plus dans nos États. Donc, je pense que les jeunes peuvent créer des associations pour contribuer justement à sensibiliser les populations, les décideurs publics, politiques, sur la nécessité de préserver l'environnement. Donc, ça peut être de telles actions, ça peut être aussi créer des associations pour aider à lutter contre le braconnage. Ça existe, ça commence à exister chez nous, par exemple, à la frontière avec le Ghana, dans la zone de Pau, de Léo. Donc, dernièrement, on a même fait une opération. Ils ont même contribué à arrêter des trafiquants de peau de caïman. Donc, je pense que il faut que les jeunes puissent s'impliquer, créer des associations qui vont aider l'État, aider les décideurs politiques, les décideurs publics à préserver l'environnement, à lutter contre ce qui contribue à la déforestation, à la dégradation de l'environnement, à la perte de la biodiversité. Donc, je pense que ça doit être un rôle fondamental qu'il faut confier aujourd'hui et dans les années à venir à la jeunesse. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Okay, très bien. Merci beaucoup, Valérie. Donc, on note que les jeunes doivent créer des associations pour protéger notre belle nature. Donc, Bernadette, tu as soulevé la main, tu as la parole. D'accord, merci beaucoup. Je pense que tout d'abord, il va falloir que nous, la jeunesse, on essaie de trop se négliger aussi. Il faut vraiment une prise de conscience de notre part. Il faut qu'on prenne une conscience, il faut qu'on prenne la vérité. Il faut qu'on soit conscient du fait que nous avons aussi notre part dans cette histoire de conservation de la nature. Nous avons nos actions à mener. Quand personne ne viendra nous dire il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, non. Il faudrait que nous, la jeunesse, nous ayons conscience que à tel niveau ou à tel niveau, c'est nous qui devons agir. Nous n'attendons pas le quitus de quelqu'un qui vient de là-haut, d'une autre génération, pour venir nous dire voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Il faut déjà que nous soyons actifs avant de chercher à avoir le quitus de nos dirigeants et autres. Mais si nous restons passifs, forcément, tout va venir de là-haut. On va toujours se plaindre du fait que les décisions qui sont prises dans les hautes sphères, même si c'est souvent géré par une autre génération, mais n'empêche que ce que nous pouvons faire à notre niveau, nous ne le faisons pas. Donc, il ne faudrait pas qu'on puisse tout le temps rester là à critiquer, et ne jamais agir. Ce qui est à notre niveau, ne jamais agir.
c'est vraiment mon point de vue. Il va falloir vraiment qu'il y ait une prise de conscience de la part de nous, la jeunesse d'abord, et aussi une prise de conscience de la plupart de nos gouvernants qui sont issus d'une autre génération, qui veulent malheureusement pas quitter là, qui sont là, qui traînent et qui traînent et qui traînent, mais ils oublient que la force, ça vient de la jeunesse, parce que nous sommes la force d'aujourd'hui et la force à venir. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Merci beaucoup, Bernadette, excuse-moi. Merci beaucoup, Bernadette, pour ton intervention qui a été très riche. Tu as souligné la prise de conscience par nous-mêmes et également par nos dirigeants qui sont dans les hautes sphères, qu'ils pensent souvent à déléguer le pouvoir de temps en temps et à nous donner également une part de responsabilité. Et également, tu as dit que nous devons être actifs. Merci. Donc, je vois Suleiman qui a également levé la main. Suleiman, tu as la parole. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Donc, ce que j'ai à dire par rapport à l'implication de la jeunesse dans la conservation de la nature, c'est que, bon, présentement, avec les politiques africaines, c'est difficile aux jeunes de s'impliquer. Mais ce que le jeune peut faire, au fait, c'est qu'en réalité, quand on prend l'exemple des aires protégées en Afrique, elles sont mal connues par la population en général. C'est-à-dire, mis à part les institutions qui les gèrent et puis les jeunes qui sont dans les associations de la nature. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que jeunes? C'est d'essayer de s'impliquer dans la gestion de ces aires protégées, rien que par le volontariat, par exemple, et faire la promotion de ces aires protégées, pour que ces aires puissent être connues par la population d'une manière globale. Par exemple, faire connaître les aires protégées, les ressources qu'elles renferment et aussi, c'est-à-dire l'avantage et les profits qu'on peut en tirer de la conservation de cette nature-là. Donc, je pense qu'à travers cela, quand la population de la jeunesse, quel qu'en soit le niveau, aura, par exemple, ces informations d'une manière globale, la jeunesse sera impliquée dans la gestion. Et je pense que ça pourrait être, c'est-à-dire un point de départ, c'est-à-dire d'une intégration générale de la jeunesse dans la conservation de la nature. Sinon, jusque-là, les associations de défense de la nature sont là il y a longtemps, mais jusque-là, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Donc, c'est vraiment mon point de vue par rapport à cela. Merci. Pascal. Ok, merci beaucoup, Suleiman. Effectivement, tu as soulevé un point très, très important, les activités de volontariat. Parce que nous, les jeunes, actuellement, beaucoup ne sont plus volontaires. Lorsqu'on t'appelle ou alors lorsque tu vois une activité, tu te dis qu'est-ce que j'aurai en retour. Alors que parfois, quand tu mènes des activités volontaires, tu ne sais pas ce que tu gagnes en retour. Si tu mènes par exemple une activité d'assainissement dans ton quartier, c'est d'abord bénéfique pour toi-même. Donc, tu assainis ton quartier d'abord, c'est bénéfique pour toi et également pour le voisinage. Donc, toujours faire des activités volontaires, bénévoles. Petit à petit, vous pouvez trouver des appuis en cours de route. Donc, si vous avez commencé à planter peut-être un arbre, un bailleur peut s'intéresser à ce que vous faites ou alors une ONG à proximité peut s'intéresser à ce que vous faites et ils viennent vous appuyer. Donc, toujours prendre des initiatives, toujours faire dans du volontariat, du bénévolat, etc. Donc, je te remercie pour ton intervention. Je ne sais pas s'il y en a encore qui veulent intervenir. Donc, comme on le disait, pour ceux qui suivent déjà les cours, les MOOC, nous avons un ensemble d'ambassadeurs qui sont disponibles là actuellement et chacun est en train de laisser son contact dans le chat. Donc, par exemple, si vous êtes au Burkina Faso, vous pouvez contacter Valérie, il a mis son contact. Même chose pour les autres. Au Sénégal, nous avons Oumi. Au Cameroun, je suis là avec Monsieur Djoumessi. Donc, nous sommes en train de mettre nos contacts. Les autres ambassadeurs vont également suivre. Pour ceux qui sont intéressés par le renforcement des capacités, parce que pour pouvoir discuter conservation, pour pouvoir mener des actions, il faut d'abord renforcer ses capacités.
Donc, avant d'aller dire à quelqu'un quelque chose, il faudrait que moi-même déjà, je sois informé sur la chose, sur sur quoi nous allons parler. Donc, c'est pour cela qu'il y a ce programme-là, qui est disponible. La session est en cours et elle est ouverte. Nous vous invitons à vous inscrire massivement à travers le lien mooc-conservation.org. Vous vous inscrivez, vous choisissez le cours qui vous intéresse et vous commencez à le suivre. C'est assez simple, c'est assez facile. Si quelqu'un a un souci, vous pouvez vous rapprocher de nous. Et comme on a dit, nous devons nous mettre ensemble pour travailler ensemble, main dans la main. Nous sommes la jeunesse, nous sommes l'avenir. C'est nous qui allons prendre les décisions demain et c'est nous qui prenons déjà une partie des décisions dans certains lieux. Comme par exemple ce sommet, il a été fait pour donner un peu la parole aux jeunes. C'est pour cela que des ateliers thématiques comme celui-ci sont organisés. Donc, je vous invite à suivre ces formations-là et à vous enrichir davantage. Pascal, il y a deux mains. Il y a deux personnes qui demandent la parole. Il y a Tony Djedjou. Ah. Oui. OK. Donc, Monsieur Djedjou, vous avez la parole. Merci beaucoup, Pascal. On m'avait donné la parole. Je pense que la jeunesse elle-même, elle constitue une force dans ce cas de la conservation. Et je pense qu'il suffit de s'engager. Il suffit de prendre des résolutions pour dire que, bon, moi j'ai fait sans pour autant regarder ce que l'État ou bien ce que le gouvernement ou ce que je vais gagner au retour. Donc, je pense que ceci est important. On n'a pas besoin, en réalité, à mon avis, dans cet aspect de la conservation de la nature, d'attendre de faire des choses à grande échelle. Parce qu'à petite échelle, déjà, quand on commence, tous les jeunes, par exemple, quand je prends juste un quartier, tous les jeunes s'élèvent pour la cause de la nature. Et dans notre quartier, tous les jeunes s'élèvent pour la cause de la nature. Finalement, tout le village est dans la danse. Et finalement, le département et le pays. Et je pense ainsi de suite, on pourra y arriver. Et souvent, nous jeunes, on est là pour critiquer tout simplement. J'avais souvent les difficultés avec mes collègues à l'université qui passaient des fois, quand on discutait, on mettait sur le dos des gouvernants la faute, et ainsi de suite. Mais à un moment donné, je lui dis, mais voyons, nous, des fois, on nous donne des choses à l'université, par exemple, le cas des codifications, et ainsi de suite, mais on n'arrive pas à bien gérer. Et quand on n'arrive pas à bien gérer en tant que jeune, ce n'est pas qu'en devenant grand qu'on va devenir sage. Donc, à mon avis, la sagesse, ça s'apprend dès l'enfance. Et je pense qu'il faut un engagement en réalité. Parce que quand je prends l'exemple que notre ami nous a donné, Valérie, avec ce qui était du braconnage dans son pays, je sais que parmi les arrêtés, ils pouvaient avoir nécessairement, ou bien il y aura forcément des jeunes. Donc, si nous jeunes, on critique et puis c'est nous qui détruisons, ça cause un problème. Donc, je pense que le plus grand défi, c'est la prise de conscience et de prendre une résolution pour ne pas non seulement détruire, mais qu'on s'engage à construire, peu importe les moyens que nous pouvons avoir, mais à petite échelle, on peut faire quelque chose. Et c'est cette chose-là qu'on a fait à petite échelle. Donc, en rassemblant tout ce que les jeunes qui s'engagent ont fait à petite échelle, finalement, ça devient quelque chose de grandiose. Donc, je vous remercie. OK. Merci beaucoup, Monsieur Djedjou, pour votre intervention. Je crois que ça a été coupé. À mon avis, ça a été coupé. Un problème de connexion sûrement. Peut-être qu'il nous reviendra plus tard. Il nous parlait un peu des actions qui sont menées au niveau de sa localité. Monsieur Najwa, est-ce que vous voulez vous exprimer? Bonjour tout le monde. En fait, voilà, c'est pas grave. Excusez-moi. En fait, avant de donner mon intervention donc sur ce sujet, j'aimerais juste mettre un petit éclaircissement.
En fait, je suis rapporteur, donc volontaire. Du coup, j'étais trop concentrée sur votre présentation, sur les interventions, pour que je puisse remplir le rapport qui m'a été demandé. C'est pour ça que je ne me suis pas intervenue. Donc, voilà, c'est entre parenthèses. Mais mon point de vue, donc, autant que marocaine, donc, je pense, en plus de tout ce que vous avez dit, donc, qui est intéressant, qui est pertinent pour la conservation de nos ressources naturelles, donc je pense qu'il faut encourager et promouvoir les jeunes à réaliser des projets donc en relation avec le développement durable et la conservation de la nature. Si je parle pour le cas du Maroc, donc je pense que le gouvernement doit encourager donc, et faciliter les financements pour des projets de développement durable et de conservation. Donc, comme ça, les jeunes peuvent faire de leadership et avoir des projets concrets donc de conservation de la nature. Voilà. Merci. Oui, merci beaucoup, madame. Effectivement, il faut faciliter les financements parce que actuellement, ce qui fait avancer dans le développement actuellement, ce sont les projets. Donc, on prend une localité, on identifie un problème, on met en place un projet pour pouvoir résoudre ce problème-là. Et afin souvent de résoudre les problèmes, ce qui est vraiment crucial et primordial, ce sont les financements. Et les jeunes, ça au moins, nous avons souvent beaucoup d'idées, mais malheureusement, beaucoup d'idées qui restent dans les tiroirs. Il faudrait d'abord que nous sachions comment chercher les financements et également que ces pouvoirs publics-là puissent nous appuyer en termes de financement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait intervenir sur la question? Pascal, peut-être il faut rappeler la question. Hein. Donc, Monsieur Seydou voulait encore s'exprimer ou bien on passe la parole d'abord à Monsieur Mandandi? Monsieur Mandandi, vous êtes avec nous? Oui, merci pour la parole. Je pense que je me fais bien entendre. Allô? Allô? C'est un peu entrecoupé, mais allez-y. Merci. Oui, merci pour la parole. Et je commence par féliciter tous les panélistes. J'ai suivi les interventions avec beaucoup d'intérêt et je trouve combien les jeunes sont engagés pour la conservation de la nature et la protection de l'environnement. En fait, je ne voudrais pas trop dire, juste compléter, puisque j'ai constaté que mes prédécesseurs ont presque tout dit. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait peut-être aussi rappeler aux jeunes, pas plus que ce qui vient d'être dit, c'est la formation, puisque on peut comprendre que dans tout ce qu'on peut constater actuellement, les jeunes ont la volonté de protéger l'environnement, de s'intégrer dans la conservation de la nature. Mais le vrai souci qui intervient jusqu'à présent, c'est la formation. La formation sur le plat connaissance sur la conservation de la nature, mais aussi la formation sur le plat fonctionnement des organisations et structures de jeunes. Vous venez tout à l'heure de soulever les problèmes de financement. Et moi, je peux dire même ces problèmes de financement trouvent encore sa source dans la formation, puisqu'il y a toujours à travers les formations en ligne aujourd'hui la possibilité pour les jeunes d'apprendre comment rédiger les projets, comment aussi soumettre les projets, quels sont les bailleurs des fonds qui s'intéressent dans leur filière d'activité. Tout ça, ce sont des choses qu'on ne peut qu'acquérir à la suite d'une formation. Donc, ce qu'on peut faire appel aujourd'hui à la jeunesse, le plus important, c'est de se former
dans tous les domaines qui rentrent dans la ligne de la conservation de la nature. Et ça, ce n'est pas seulement les domaines de l'environnement proprement dit, mais aussi de la gestion des projets, et des management. Tout cela sont des domaines qui peuvent nous aider à atteindre l'objectif qui est aujourd'hui la conservation de la nature. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Mandandi. Oui, vous avez tout à fait raison. La formation, c'est très important. Et j'ajouterais même l'information, parce que même on peut se former, mais également il faut avoir l'information sur la formation. Et c'était l'objectif de notre atelier aujourd'hui, passer l'information sur la formation ou les formations qu'on peut faire tout simplement chez nous afin de renforcer nos capacités dans le domaine et afin d'avoir une voix qui pourra parler pour tous. Parce qu'on ne peut pas parler de ce qu'on ne connaît pas. On parle simplement de ce qu'on connaît. Et si je veux protéger la nature, si je veux m'engager dans la conservation, il faudrait que je puisse être formé, que je puisse avoir déjà des connaissances sur ce que je veux faire. Et pour cela, on ne le dira jamais assez, il y a ces formations-là qui sont ouvertes à tous et gratuites sur la conservation de la nature, accessibles à travers le lien mooc-conservation.org. Et il y a des points focaux qui sont des ambassadeurs dans différentes zones géographiques, surtout en Afrique, qui peuvent vous aider lorsque vous avez des problèmes et même qui peuvent vous aider à être en réseau avec d'autres jeunes qui suivent également ces mêmes formations et qui ont également les mêmes objectifs que vous, à savoir protéger la nature. On va également passer la parole à M. Suleiman qui souhaitait encore s'exprimer. Je ne sais pas s'il avait encore à dire, mais je vois que sa main est encore levée. Ok, d'accord. Merci beaucoup, mademoiselle Pascal. En fait, j'aimerais juste ajouter un petit point qui devient de plus en plus inquiétant, surtout ici en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire la question de l'insécurité. Oui, parce que ce soit dans nos aires protégées que dans d'autres environnements, c'est-à-dire plus propices au développement ou bien à la conservation de la nature, il y a de l'insécurité qui sévit de plus en plus. Maintenant, je ne sais pas, dans les programmes des ambassadeurs de l'UICN ou bien de l'UICN en général, est-ce qu'on peut développer, c'est-à-dire des stratégies pouvant intervenir dans ce secteur pour appeler un peu à la sécurité, à l'intervention vraiment des forces pour pouvoir dégager ces malfrats-là dans les aires protégées et dans ces environnements, parce qu'ils deviennent de plus en plus un sérieux problème qui nuisent un peu au développement des aires protégées, par exemple, parce que quand il y a de l'insécurité, il n'y a plus question d'avoir une optimisation des services écosystémiques tels que l'écotourisme. En zone de sécurité, on peut faire de l'écotourisme, l'économie verte, on n'en parle pas. Donc, est-ce que vous avez, c'est-à-dire un programme ou un projet par rapport à ce point? C'est juste ce que j'entends. La question que j'aimerais évoquer. Merci beaucoup. Donc, vous posez la question de la sécurité autour de nos zones de conservation. Donc, c'est une question vraiment qui reste ouverte à tous parce que dans beaucoup de pays, ce sont effectivement et malheureusement des zones qui sont privilégiées pour faire certaines choses pas très correctes. Donc, la question reste ouverte. Est-ce qu'il y a des moyens pour assurer un peu plus de sécurité dans ces zones-là? Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est impliqué dans les zones de conservation qui peut nous aider avec des exemples ou alors des réponses. Est-ce que parmi nous, il y en a qui travaillent dans des aires de conservation qui peuvent nous éclairer? Donc, Monsieur Emmanuel, vous avez la parole. Merci beaucoup, Pascaline. Je n'ai pas retenu les noms de la personne qui a posé la question, mais je vais essayer de donner un exemple par rapport à mon pays, et particulièrement pour les aires protégées qui se trouvent à l'est de mon pays. Voilà, le parc national de Virunga, le parc national de Kahuzi-Biega.
où actuellement, l'Institut congolais pour la conservation de la nature collabore avec notre armée, parce qu'avant, ce n'était pas ainsi. Avant, il y avait que les gardes eux-mêmes qui assuraient justement la sécurité, la protection au niveau de ces espaces protégés. Mais vu que la situation s'est dégradée de temps en temps, il y avait voilà, les braconnages, il y avait des tueries même de vies humaines et bien d'autres. L'Institut congolais pour la conservation de la nature a jugé bon de se lier avec l'armée congolaise pour essayer un peu de sauvegarder ces espaces-là. Et comme je vous dis, dans ces coins de pays, il n'y a pas seulement les gardes qui assurent la sécurité, mais également les soldats, si je peux dire, les soldats avec des armes et consorts, bien que la situation n'est pas encore établie comme on le souhaite. Mais je crois que leur présence peut aussi influencer d'une manière ou d'une autre à trouver justement la solution à cette problématique liée au braconnage. Voilà, c'est l'un des exemples qui me tient vraiment à cœur jusque-là. Et je crois qu'à la longue, nos espaces protégés de l'Est de notre pays seront en tout cas bien sécurisés. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ton exemple sur le parc de Virunga, avec la présence des forces armées. Donc, Omaro a levé la main en deuxième. Donc, Omaro, est-ce qu'on a un semblant de réponse concernant la sécurité dans nos aires de conservation? Ou alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer la sécurité en termes de projet dans nos zones de conservation? Merci beaucoup, Pascal. Je pense que la solution n'est pas directement venue de jeunes. C'est vrai, la question de sécurité dans nos aires de conservation, surtout en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, est devenue une question préoccupante. Pour ce qui est du cas que je connais, par exemple, dans les aires protégées, par exemple, du W, du côté du Bénin, du côté du Niger, du côté du Burkina, qui aujourd'hui actuellement fait cas des attaques perpétrées dans ces réserves. Alors, justement, Emmanuel a fait cas de cette réponse des forces, des armées qui interviennent. Initialement, nous savons que les aires protégées sont vraiment gérées par des rangers. Donc, ce ne sont pas vraiment l'armée directement, mais ce sont des personnes formées pour vraiment la gestion du parc. Alors, si on fait intervenir l'armée, ça veut dire que ça ne va pas. Donc, à mon avis, s'il faut que l'armée soit tout le temps dans les réserves, je pense que d'ici quelques années, nous n'allons pas parler vraiment de la conservation des aires et puis profiter vraiment. La population riveraine aussi ne va pas profiter des services écosystémiques qu'offrent vraiment ces aires protégées. Donc, je pense que la solution doit être globale. Globale dans ce sens où elle va être globale au niveau de tous les pays partageant vraiment ces aires protégées, et puis pour que vraiment on puisse revenir vraiment au stade initial où vraiment les parcs sont gérés dans la paix et puis dans le partage des ressources des aires protégées par les populations qui vivent autour et puis profitable à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Omar. Merci beaucoup, Maro. Donc, toi, tu conseilles plus de renforcer les capacités des rangers pour assurer la sécurité des parcs. Donc, avant l'intervention de Mireille, il y a le panéliste Mathias qui voulait ajouter un petit quelque chose à l'intervention de Maro. Ensuite, on passe la parole à Merveille et à Mamadou. Donc, Mathias, tu as la parole. Merci Pascal de me passer la parole. Je vais immédiatement rebondir sur l'intervention de Maro qui demande de restreindre l'intervention de l'armée dans nos aires protégées. Je prendrai par exemple le cas du parc de Ouaza-Chenou qui est devenu une base arrière des sécessionnistes. Alors, les rangers n'ont pas, selon moi, été formés pour parer à ce type de personnes.
Donc, si on ne permet pas à l'armée d'intervenir, ne serait-ce que pour un bout de temps pour éliminer la menace de façon ponctuelle, on va se trouver dans une situation où le ranger sera réellement sérieusement en danger. Donc, je maintiens directement l'exemple du pas de Waza qui fait vraiment beaucoup couler d'encre au niveau de notre pays, le Cameroun. Et pour dire à Emmanuel, je ne suis pas entièrement d'accord sur la non-intervention de l'armée dans nos aires protégées. Mais moi, je le dirais de façon ponctuelle pour éliminer une menace ponctuelle. Merci. D'accord. Merci Mathias pour ton intervention. Donc, les interventions, selon toi, doivent être ponctuelles et sur des périodes spécifiques pour contrecarrer une menace présente. On va également passer la parole à Merveille. Vous souhaitiez vous exprimer sur la question de la sécurité dans les aires de conservation. Merveille et Bengo, vous avez la parole. Est-ce que vous êtes avec nous? Donc, si Merveille n'arrive pas à s'exprimer, on va passer la parole à M. Koné Mamadou. Oui, vous m'entendez? Ah, ok, Merveille. Donc, Mamadou, patiente un petit peu, s'il te plaît. Moi j'allais plutôt aborder tout ce qui a été dit précédemment concernant l'implication de la jeunesse sur la protection de la biodiversité. En fait, j'ai été ravi d'entendre tout ce qui a été dit concernant l'implication de la jeunesse, mais j'allais juste souligner le fait qu'il va falloir essayer d'élargir cette sensibilisation et la communication qui sont des moyens les plus efficaces pour faire participer les jeunes à ces problématiques. Alors moi, je pense qu'il va falloir élargir cette sensibilisation dans les milieux scolaires, par exemple. Essayer d'aller susciter chez les plus jeunes, par exemple, cette problématique de protection de la biodiversité, afin qu'ils puissent avoir déjà conscience que c'est une problématique très importante qui implique tout le monde. Et je pense que c'est de cette manière-là qu'on pourra arriver à une bonne fin. Merci. Donc, merci beaucoup. C'est vraiment très, très intéressant ce que vous avez dit parce que, effectivement, la sensibilisation devrait être accentuée chez les tout petits, chez les plus jeunes là. Parce que c'est vraiment eux qui sont encore en train de grandir, pardon, et c'est eux qui sont encore en pleine croissance et c'est à eux qu'on doit vraiment déjà inculquer ces notions-là de préservation, de conservation et de restauration également. Donc, je vous remercie pour votre intervention. Monsieur Mamadou, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup tout le monde. Vous me recevez? Allô, vous me recevez? Tout à fait, on vous reçoit. 565. Merci. Je suis Koné Mamadou. Je suis aussi ambassadeur de Lucien Papako. Je travaille au Parc national de la Pomboé, en Côte d'Ivoire, au nord-est de la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la situation de l'insécurité dans les aires protégées, il faut savoir que c'est une situation très complexe à pouvoir gérer. Les gestionnaires eux-mêmes font des moyens, mettent en place plusieurs moyens pour pouvoir contrecarrer ces situations-là. Pour ma part, en tant qu'homme de terrain, parce que je travaille beaucoup avec les populations riveraines, moi je pense qu'il y a un manque de franchise des populations. Parce que le terroriste ou bien le djihadiste qui veut venir mener une action dramatique dans un parc ne va pas sauter d'un point A pour aller tomber dans le parc. Forcément, il va transiter dans un village. Et aussi, pour moi, les populations ne sont pas franches avec déjà le gestionnaire. Quand une personne étrangère vient dans ton village, quand même, il faut chercher à savoir d'où il vient et qu'est-ce qu'il est venu faire. Et aussi informer le gestionnaire s'il veut mener des activités illicites à l'intérieur des aires protégées. Donc, pour pouvoir conclure cela, moi, je pense que j'accuse souvent les populations riveraines qui ne jouent pas leur rôle de communication. Il faut qu'eux aussi, on arrive à les sensibiliser, à savoir que les aires protégées, c'est le bien de tous et la sécurité, c'est pas seulement, c'est pour tout le monde en fait. Donc, qu'ils collaborent déjà avec les gestionnaires en leur donnant des informations. Merci.
Très bien, vous avez fait ressortir l'aspect collaboration. Donc, je retiendrai l'aspect collaboration qui est très importante dans la gestion de nos aires de conservation. Merci beaucoup, M. Mamadou. Est-ce qu'il y a encore des interventions? Quelqu'un a voulu parler en même temps que moi? Donc, je crois qu'il y a encore une main levée. Monsieur Alioun. Oui, bonsoir à tous. Allô? Vous me recevez? Oui, allez. Exactement. D'accord. Et pour moi, ce qui est de la question de la sécurité, moi, je pense qu'une collaboration entre les gestionnaires des aires maritimes protégées et les agents des eaux et forêts serait beaucoup plus bénéfique parce que eux tous ont la même mission qui est de la conservation de la biodiversité ou de l'environnement. Maintenant, le gestionnaire, peut-être, il n'aura pas les aptitudes de faire appliquer les sanctions ou mettre en place les règlements. Maintenant, les agents des eaux et forêts vont l'aider à mettre en place les dispositifs qui vont permettre d'appliquer les sanctions, à savoir les contraventions ou même en quelque sorte les sanctions. C'est pourquoi je dirais que la collaboration entre ces deux entités peut être bénéfique pour mettre en place une sécurité durable. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention. Donc, vous êtes également revenu sur la collaboration, mais vous, ici, vous parlez plus de collaboration entre les acteurs, donc les acteurs de gestion des forêts, les acteurs de conservation. Donc, c'est évidemment très important parce que parfois, il y a ce conflit-là, on ne sait pas qui doit faire quoi. Parfois, il y a un mélange. Lorsqu'une situation arrive, c'est chacun qui veut prendre le lead. Or, lorsqu'il y a une certaine collaboration, on peut repartir les tâches et les responsabilités et chacun sait exactement ce qu'il doit faire pour éliminer le problème et réduire la menace. Donc, notre atelier tire déjà à sa fin. Nous allons essayer de ne pas déborder le temps qui nous a été imparti. Nous sommes sur le point de clôturer l'atelier. Avant de fermer, nous allons encore passer la parole à Madame Madeleine, qui fait partie du programme des aires protégées d'Afrique et Conservation. Si elle a un mot de fin à nous donner avant que nous puissions clôturer complètement l'atelier. Donc, nous lui passons la parole. Madeleine. Merci Pascal, c'est inattendu. Merci pour cet atelier, de l'avoir animé vraiment avec brio. J'ai beaucoup apprécié les échanges à la fin, les différentes interventions qui ont été faites. C'est toujours intéressant d'entendre les points de vue de finalement de différentes situations nationales, on va dire. Un Camerounais nous rappelle la même expérience qu'un Sénégalais dans les parcs nationaux, dans les contextes politiques et militaires parfois qui sont en place. Donc, c'est toujours intéressant d'entendre tous ces points de vue. C'est très, très enrichissant. Donc, voilà, merci à vous tous pour votre participation et encore bravo à l'équipe qui a organisé tout ça. Merci beaucoup, Madeleine. Et donc, à sa suite, je vous remercie également d'avoir été nombreux à participer, à échanger avec nous, à donner vos points de vue. Les échanges ont vraiment été enrichissants. Chacun d'entre nous, je pense, a pu noter un élément qui permet de conserver, qui permettra de conserver encore un peu plus notre nature. Et nous insistons encore sur l'information et la formation que vous pouvez avoir ici gratuitement à travers les MOOC conservation. Donc, étant donné que nous sommes une trentaine de jeunes connectés actuellement, ce que nous allons faire, chacun va ouvrir sa vidéo et on va faire un petit coucou. Comme ça, on voit qui était là, on se fait des petits coucous et puis la session sera terminée. Donc, j'invite chacun à ouvrir sa vidéo et chacun nous fait un petit coucou.
Goodbye, goodbye, goodbye. Bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye. Tout le monde. Merci. Bye, bye, bye. Et merci beaucoup à vous. Merci, merci, merci. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a nos contacts dans le chat. N'hésitez pas à nous écrire si jamais vous souhaitez avoir des échanges un peu plus poussés avec nous. Si jamais vous voulez contribuer avec nous sur la création de l'association, n'hésitez pas. Donc, nous sommes là, nous sommes ouverts. Donc, nous sommes un peu partout dans l'Afrique. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont aidés, tous ceux qui ont répondu dans le chat, les ambassadeurs présents, Madeleine, Valérie, les panélistes, tout le monde, les participants. Merci beaucoup pour vos idées constructives et à la prochaine. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, Valérie.